Tout d'abord, je vais commencer par juste présenter un petit peu le groupe Atlantique en quelques mots. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un industriel qui fabrique en France sur une dizaine d'usines des équipements du génie climatique. Donc, des équipements de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation et de climatisation. Donc, dans ce cadre-là, on fabrique des appareils qui fonctionnent notamment pour le chauffage avec des énergies différentes, de l'électrique, du gaz, du fioul, du bois, du solaire, et puis avec des procédés de thermique ou thermodynamique. Donc à ce titre-là, l'exposé que je voudrais vous faire après, comme industriel, ne peut pas être entaché de parti pris, parce que nous fabriquons à la fois des chaudières et des chauffages électriques. Notre ambition est avant tout de répondre aux besoins du consommateur, aux besoins de l'habitant de ces logements-là. Alors, pour aller vite, je voulais cibler mon débat juste sur le logement collectif, et particulièrement le logement collectif neuf, parce qu'on parle beaucoup de maisons, mais on ne parle pas beaucoup, plus difficilement du collectif. On en a parlé bien quand on en a parlé ce matin. Donc sur ce type de logement collectif, j'ai 4 points à mentionner. À partir d'un premier point, c'est un constat. Avec les grands progrès qu'on fait au niveau de l'isolation, on arrive à des besoins de chauffage qui sont extrêmement faibles. On l'a déjà dit ce matin. Donc des besoins de chauffage très faibles qui ne nécessitent pas d'investir dans des solutions, dans des équipements coûteux à la fois à mettre en œuvre et puis à entretenir. Donc dans ce cadre-là, on considère que la boucle chaude, associée soit à une chaudière, soit à une pompe à chaleur, peu importe, l'installation d'une boucle chaude dans un logement collectif neuf est un surinvestissement qu'il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre en regard des besoins de chauffage. C'est aussi, sans doute à mon sens, en regard de type de bâtiment collectif que l'on construit avec beaucoup d'inertie dans ces bâtiments et la réactivité de la boucle chaude est faible. Il faut 6 heures pour baisser 1 degré d'un plancher chauffant en moyenne. Donc on ne peut pas avec ça bénéficier des apports gratuits que sont soit le solaire, soit l'occupation ou l'activité humaine dans le logement. Donc face à ce bâtiment, avec ce bâtiment très inertiel, il est beaucoup plus intéressant d'y associer des émetteurs très réactifs, et les émetteurs de chauffage électrique le sont. D'autre part, ce chauffage électrique aujourd'hui, c'est plus le chauffage électrique d'hier. C'est aujourd'hui des équipements qui sont modernes, qui sont complétés par des régulations de fonctionnement électronique extrêmement précises, et puis également qui embarquent des fonctions de domotique, alors le terme est un peu galvaudé, mais des fonctions qui prennent en compte le comportement des utilisateurs, comme la détection de présence. C'est du bon sens. Avec ces fonctions-là, on ne chauffe pas quand on n'est pas là, on chauffe quand on est là, on chauffe un peu moins quand il y a beaucoup de personnes dans la pièce, etc. Donc c'est la prise en compte du comportement, c'est l'intelligence qui est apportée à ces appareils. Et puis, un deuxième point de cette intelligence à travers le pilotage, c'est qu'au niveau de la collectivité, on peut raccorder ces installations aux besoins des producteurs d'électricité et s'associer à la gestion de la pointe de la demande électrique par du délestage. Donc ces appareils permettent, par du délestage, de participer à la réduction de production de CO2 en évitant la pointe. Il y a un besoin qui est incompressible, c'est celui de l'eau chaude. On a toujours besoin d'eau chaude et quoi qu'on fasse, on en aura toujours besoin, et même c'est en progression. On en consomme de plus en plus. Donc la consommation de chauffage diminuant, la part de l'eau chaude dans la consommation générale du bâtiment devient prépondérante, et c'est là qu'il faut investir en priorité. Pour ce faire, on a aujourd'hui des innovations intéressantes pour produire de l'eau chaude de façon collective et la distribuer ensuite dans les appartements. Alors il y a le solaire, mais il y a aussi les systèmes de production d'eau chaude
thermodynamique collective. Donc, on produit de l'eau chaude avec une pompe à chaleur et à des coûts très intéressants, avec des contraintes de mise en œuvre moins importantes que celles du solaire thermique et avec des performances saisonnières tout à fait comparables, voire supérieures. Et avec des coûts d'investissement également très inférieurs. Donc, l'eau chaude thermodynamique associée au chauffage électrique c'est le couple gagnant, on peut dire. Le troisième point, c'est avec ces bâtiments très isolés, ils sont aussi très étanches. On a parlé d'étanchéité tout à l'heure. Cette étanchéité n'est plus compatible avec les niveaux de ventilation que l'on met en œuvre pour assurer une qualité d'air intérieur satisfaisante. Donc il est important que l'on puisse réviser de façon profonde notre approche en termes de ventilation, augmenter les débits de ventilation, et cela sans nuire à la performance énergétique globale du bâtiment. Et pour ce faire, il n'y a pas beaucoup de solutions que d'arriver à mettre du double flux, des systèmes de ventilation double flux dans les logements, avec certes des contraintes de mise en œuvre, mais si on les intègre dès le départ, on les limite. Et puis maintenant, on a des doubles flux qui sont innovants, intelligents également, qui vont moduler leur débit aussi en fonction du comportement des occupants. On va avoir plus de débit quand on est là, moins de débit quand on n'est pas là. En même titre qu'on l'autorise dans le tertiaire, dans les cinémas ou les salles de théâtre ou les amphithéâtres ici, on devrait pouvoir autoriser cette modulation dans le résidentiel demain. Que nous avons aujourd'hui à Nancy, à Maxéville, exactement, un grand centre de formation à nos produits de 1000 m², formation qualifiante, puisque nous formons les installateurs au calisol ou bien à la manipulation des fluides frigorigènes, qui sont des formations obligatoires et qualifiantes pour ce type de produits innovants. Tout à fait, bonjour. Globalement, effectivement, on a quelques exemples, notamment de constructeurs qui ont réfléchi en travaillant énormément le bâti, et notamment l'isolation pour limiter les déperditions, et de ce fait-là pouvoir conserver l'effet Joule comme système de chauffage à travers du câble chauffant. Pourquoi les gens veulent garder l'effet Joule? Tout simplement parce qu'ils ne souhaitent pas les nouvelles technologies, ni du gaz quand ils pourraient en avoir, ni de la pompe à chaleur éventuellement, parce que le câble chauffant permet effectivement d'avoir une installation sans entretien particulier et particulièrement confortable. D'accord. Et quand vous dites les nouvelles technologies, le gaz, c'est pas vraiment une nouvelle technologie, c'est plutôt le solaire ou l'éolien, enfin les ENR, quoi, la biomasse ou la géothermie. Tout à fait. Alors dans une maison avec un chauffage, un câble chauffant, il y a tout de même une solution d'eau chaude, une production d'eau chaude d'énergie renouvelable. Donc là en l'occurrence thermodynamique ou bien alors solaire. Mais concernant le gaz ou bien alors les pompes à chaleur, il y a effectivement sont des installations qui nécessitent un entretien, un contrat d'entretien annuel, et qui ne souhaitent pas effectivement s'engager dans ce type de technologie. Alors c'est-à-dire qu'en fait la moins-value au niveau du système de chauffage va se reporter au niveau du bâti, un bâti très pointu, avec des matériaux très spécifiques, et puis globalement une perméabilité réduite à 0,03 au lieu de 0,6, qui permet également de pouvoir gagner aussi des points à ce niveau-là, au niveau des études thermiques. On a une possibilité d'effet Joule auquel on peut associer du photovoltaïque. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Merci aussi.